Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur? Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne, point, tétard. Des clins d'œil à ma nana? Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Ta nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Content de parler des news de la semaine avec toi. Et encore une semaine chargée. Là, on a fini une semaine chargée, on repart avec une semaine chargée. On va sortir 3 épisodes, oui. Du coup, cette semaine. Donc ouais, là, c'est compliqué. Mais bon, je pense qu'il y aura des choses à dire cette semaine sur les choses qu'on a vues. Je pense qu'il y aura peut-être de la colère, peut-être de la joie. Et puis on verra, quoi. Ça va être intéressant, il y aura un peu toutes les humeurs, ça peut être chouette. C'est ça, je pense. Et je te propose de commencer ces news par Disney, Marvel, et surtout pour commencer par la grosse news en fait de la semaine. Et c'est Pirates des Caraïbes, le fameux reboot, sequel, on sait pas trop comment le nommer, qui devrait se focus sur Margot Robbie et le fils de Jack Sparrow. Voilà, même si c'est à prendre avec des pincettes puisque ça vient juste d'être un petit peu démenti, le fait que ça va être le fils de Jack Sparrow sera dans le film, donc bon. On verra, mais en tout cas Margot Robbie est toujours attachée au projet. On rappelle qu'il y avait un moment un projet centré sur Margot Robbie qui a été développé, puis après il y a un autre projet avec possiblement le retour de Johnny Depp qui a été mis sur le tapis, donc du coup il y avait 2 Pirates des Caraïbes. Au final il y a un film Pirates des Caraïbes sur lequel il se concentre avec toujours Margot Robbie, voilà, et qui serait donc toujours désignée en tant que lead actrice, etc. Et apparemment, par les nouveaux CEO en fait, de Disney, Josh D'Amaro et sa compagnonne de la partie création, Dana Walden, ce serait une priorité de faire revenir Pirates des Caraïbes. Et c'est Christy Wilson Cairns, qui a écrit 1917, qui est en discussion pour écrire le script. Et il y a même un moment, Michael Bay était envisagé pour réaliser, parce que c'est Jerry Bruckheimer, Jerry Bruckheimer qui a les droits sur la saga Pirates des Caraïbes, qui voulait mettre un petit peu Michael Bay en tant que réal. Le président David Greenbaum, je sais pas comment dire son nom, a dit que il fallait peut-être aller vers autre chose que Michael Bay. Qu'est-ce que tu penses de cette news, Ista? On a beaucoup de détails. En tout cas, je pense que là, avec les nouveaux arrivants, je pense que ça va arriver dans les quelques années, peut-être j'imagine qu'en 2028, le film sortir, quoi. Ouais, je pense que, comme toi, je pense que ça va accélérer d'un coup là, si c'est une priorité pour les nouveaux CEO, surtout, donc ça va être le truc qu'ils vont lancer. Parce qu'en plus, Josh D'Amaro, comme on sait, il vient du parc, je pense qu'il est vraiment, on pensait, tu fais le film, et si tu fais le film, tu vas au parc, tu vois. Et donc, lancer un nouveau truc Pirates des Caraïbes pour faire venir les gens dans les parcs Disneyland pour aller dans les attractions Pirates des Caraïbes, oui, ça pourrait marcher. Donc, ça m'étonne pas que ce soit une de leurs priorités. Et oui, moi, je pense que le retour de Johnny Depp, on va l'avoir. Margot Robbie, elle va arriver. Même si ça fait 10 ans qu'on en entend parler, mais parce que depuis le début du podcast, on en parle tout le temps, oui. Ça arrête pas de revenir. Mais je pense que là, ça va s'accélérer. Ça m'étonnerait pas que dans les prochains mois, on commence à avoir un réal, un scénariste, tout ça, et peut-être même un casting en fin d'année, ça pourrait arriver, ouais. Moi je pense que ça va arriver assez rapidement. Après, est-ce que le projet me tente? Je sais pas du tout, parce que moi, Pirates des Caraïbes, j'aimais beaucoup, hein. Mais bon, c'est vrai que les derniers, c'était compliqué. Il faut voir le réal qui met, parce que je pense qu'il peut y avoir des bons réals, et je pense pas qu'ils vont rappeler Gore Verbinski, je n'y crois pas. Mais en tout cas, je pense qu'il peut y avoir des bons réals quand même qui peuvent être attachés à Pirates des Caraïbes. Ouais, mais par rapport à Gore Verbinski, en fait, on lui a posé la question il y a pas longtemps, parce que là, il a un film qui sort bientôt aux États-Unis, et il a dit il a dit qu'il était pas intéressé, quoi. Il a dit je leur souhaite le meilleur, allez, bonne journée. Voilà. Donc même s'il voulait le reprendre, il était peut-être pas chaud. Et puis je pense qu'il a tourné la page, et puis c'était quand même des gros projets très prises de tête. Maintenant, moi c'est vraiment le réal qui va être important, je pense, sur ce projet-là, parce que j'ai pas envie d'un truc un peu bâclé, un peu nul comme on a eu dans les derniers Pirates des Caraïbes, là les 2 derniers où c'était très très compliqué.
Et je pense que Johnny Depp va revenir. Hein. Enfin, je pense que là, ça se joue à rien. Et je pense que ça va être annoncé. Je pense que ça va faire beaucoup parler. Je pense que ça va faire très polémique. Donc, ouais, je pense que le projet, là, je sais pas. On verra, mais je sens que ça peut finir en projet un petit peu maudit de partout, quoi. Ouais, mais ça peut cartonner. Enfin, moi, je me dis que ça peut Oui, faire aussi, un carton. Hein. Que là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de film Pirates des Caraïbes. Et la franchise est quand même forte. Donc, et Johnny Depp, malheureusement, ça pourrait aussi lancer un truc comme quoi les gens vont vouloir revenir parce qu'il est dedans, quoi. Donc, voilà. Bah après, c'est Jack Sparrow, voilà, mais parce que Johnny Depp, bon, ça fait un moment qu'il a pu le vent en poupe aussi dans les venues en salle, etc. Tu vois, et ça fait bien avant l'affaire Amber Heard. Je veux dire, ça fait bien 15 ans que le mec, c'est plus une rockstar qui fait venir du monde en salle, quoi. Tu vois, ça fait un moment quand même. Donc bon, je sais pas, tu vois. Mais le personnage de Jack Sparrow est tellement populaire que bon, voilà, quoi, quand même, c'est la marque de la franchise aussi. Donc bon. Toujours chez Disney, mais chez Disney+, on a des nouvelles, ça y est, de la série Eragon qui avait été annoncée, je crois, il y a 2-3 ans. Voilà, ça avait été annoncé, mais ça bougeait pas trop, on n'avait pas trop de nouvelles. Et ben ça y est, à l'avance, Todd Hartan, donc, qui a travaillé sur High Potential, et Todd Helbing, qui a travaillé sur la série Superman et Lois, vont servir de showrunner pour la série Eragon. Voilà, Eragon qui avait eu une adaptation, un film dans les années 2000, qui est réputé comme mauvaise. Hein. Voilà, hein, tout le monde dit les livres étaient géniaux, mais le film il était horrible et tout. Mais je crois que c'était un truc un peu young adulte, il me semble. Oh oui, complètement. C'est des récits enfin, je crois que c'est plus noir, les romans, il y a quand même un truc un peu noir, mais ça faisait très truc adolescent avec des dragons, fantasy en même temps. Et en plus, enfin voilà, hein, malheureusement, les films de fantasy, à part évidemment Le Seigneur des Anneaux, ils ont rarement eu la cote. Ils ont rarement vraiment marché. Et là, ça a été un gros four, quoi, Eragon. Et donc là, oui, ils vont c'est un peu la mode. Quand le film a pas marché il y a 10 ans, ils te font une série maintenant sur Disney+. Ça a demandé des gros moyens. Là, les deux showrunners, là, je sais pas trop. Hein, là, soit Superman et Lois, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, hein, mais voilà, je sais pas si ça va être si bien que ça. Et High Potential, j'ai pas vu, j'ai juste vu l'affiche, j'ai regardé vite fait. Je sais pas, franchement. C'est pas la série, l'adaptation de HPI, là, de TF1 ? C'est pas ce truc-là ? Oh, bah, c'est possible. Je crois que tu crois que c'est avec une femme. C'est avec une femme blonde. Non, là, mais je crois que ça doit être un truc comme ça. Maintenant, là, c'est de la fantaisie, je veux dire, avec des budgets tels et tout, et des productions telles. Enfin, je sais pas, tu vois, genre, si même la production de Disney Plus peut assumer ça, parce que ce qu'ils peuvent assumer à la limite, c'est des trucs genre Percy Jackson, et ça ressemble à du Percy Jackson, tu vois. Mais un roman de fantaisie un peu épique, est-ce qu'ils ont les moyens, enfin, est-ce qu'ils ont les personnes pour faire ça? Je sais pas, hein, ça va être parce que ça va coûter cher, c'est sûr, quoi. Eragon, c'est des dragons de partout, quoi. Donc je pense que ça va coûter cher, quoi. Ouais, mais pour moi, ça va être du Percy Jackson. Voilà, ça va être leur autre série à la Percy Jackson, quoi. Ça va être du young adulte. Ouais, je sais pas, moi je pense ils ont le fric, hein, pour le faire, hein, de toute façon. Donc, ouais, mais ils ont le fric, mais après, c'est comment tu le mets, tu vois. En termes de production, tu vois, c'est pas HBO, quoi. Donc je sais pas s'ils vont réussir à faire. Surtout que les séries de fantasy, malheureusement, non. Enfin, tous les studios sont un peu cassés la gueule sur les séries de fantasy, quoi. Donc on verra s'ils arrivent à cocher les bonnes cases, quoi, pour que ça marche. Et on reste chez Disney pour parler de la nouvelle présidente créative de chez Disney, à savoir Dana Walden, et on a des infos un peu sur ses objectifs, voilà. Et ses objectifs, ça inclurait de générer beaucoup plus de profits avec Disney+, et d'explorer des idées d'incorporer l'IA dans le business, en gros, de production de films. Bon, Ista, ça sent mauvais, cette histoire. Oui, oui, mais ça m'étonne pas, en fait. Parce que la news, elle est tombée là, mais moi, j'avais déjà lu des trucs comme quoi Dana Walden avait eu des réunions avec OpenAI, qui font le chat GPT, hein, donc voilà, qu'ils ont même un partenariat avec Disney, de ce que j'ai compris, donc ça m'étonne pas vraiment que ça va arriver, même si Josh D'Amaro a dit, lui, ouais, l'IA, ça remplacera jamais les créatifs, les humains, c'est des vrais artistes. C'est de la posture, hein, ça, hein, pour l'instant. Mais ouais, voilà, c'est ça. Et après, pour les profits générés par Disney+, oui, elle s'occupait déjà de Disney+, donc ça m'étonne pas vraiment, quoi. Elle s'occupait de toute cette branche télé, streaming, donc ouais, je suis pas vraiment choqué, en fait, par ce qui est dit, mais oui, ça sent pas bon, surtout pour l'IA, oui, ça sent pas très bon, ouais. Ouais, parce que surtout c'était une créative au début, on a dit vas-y, c'est une nouvelle post créatif à la James Gunn et Peter Safran et tout ça. Bon, la meuf elle est là, boum, IA et tout dans les films, bon, c'est un peu compliqué.
même si, tu vois, je sais que Disney, évidemment, ils sont rapprochés avec des boîtes d'IA, etc., mais que elle, après, c'est des rapports, voilà, c'est à prendre avec des pincettes, mais bon, on verra. Mais le fait que elle soit à fond là-dedans, ça fait un peu peur quand même, que ce soit la meuf, la chef créative qui fait ça. Et après, l'idée de générer beaucoup plus de profit avec Disney+, ça me rappelle Bob Chapek. Ça me rappelle beaucoup Bob Chapek plus que Bob Iger, et cette volonté de vouloir mettre plein de trucs sur Disney+. J'espère qu'ils ont quand même appris de leur erreur, et enfin voilà, moi je suis pas du tout fan de cette stratégie-là, donc bon, ouais. Après, je crois qu'elle a produit des séries télé comme Only Murder in the Building, tout ça, qui sont plutôt des succès. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il a fait confiance sur ça. Mais moi, ce que j'avais lu, c'est qu'en interne, chez les boss, peut-être des autres boîtes, tu vois, ils sont pas. Autant Josh D'Amaro, ils sont contents, autant elle, ils sont un peu plus réticents. Parce qu'en fait, là, elle se retrouve au-dessus de Kevin Feige, de Filoni et tout, quoi. Donc, et en fait, elle a jamais touché au cinéma, en fait. Elle a touché qu'aux séries télé, mais au cinéma, elle a jamais vraiment. Bah après, les deux, c'est pas. Ça n'a pas touché au cinéma, les deux qui ont été nommés, quoi. Oui, clairement, oui. Donc, oui. Mais bon. Bah après, de ce que j'ai compris, Bob Iger, c'était un mec qui faisait de la météo avant. Donc, bon. De toute façon, tous les mecs qui mettent à ces postes-là, je pense que c'est des producteurs. Hein. C'est pas des créatifs la plupart du temps. C'est pour ça que James Gunn chez DC, c'est un peu une idée, en fait, j'ai l'impression. Bah oui, parce que c'est un réal de base, quoi. Et on va du côté de chez Marvel, Ista, et on va parler de Spider-Man Brand New Day. Tramel Tillman, voilà, l'acteur qui a été reconnu dans Severance et qui a fait beaucoup parler, et il a signé un multi-picture deal avec Marvel, donc voilà, pour apparaître dans plein de films, et il pourrait faire en fait son début en tant que le William Metzger, qui est un anti-mutant, quoi, en gros. Et du coup, ça pourrait après mener au film X-Men, et du coup, après toute la saga des X-Men, forcément, s'il est anti-mutant, ce serait un peu un des méchants réguliers, j'imagine, de toute la saga, de toute la série. Bon, j'ai deux questions, Ista. Déjà, est-ce que ça te hype? Est-ce que ça t'indique un petit peu où ça va? Et après, la deuxième question, je te la poserai après. Est-ce que ça m'a... Tramel Tillman, moi j'aime beaucoup, hein. Non, c'est vraiment, il était très cool. Même dans Mission Impossible, il fait sa petite apparition dans le dernier. Il est sympa. Voilà, c'est le truc que je retiens un peu du film. Et ça me hype parce que ça veut dire les X-Men, quoi. C'est, les mutants, ça arrive, ça y est. Et voilà, après le personnage, de ce que j'ai lu, en fait, il apparaît dans les comics, je crois, dans 6 numéros, quelque chose comme ça. Il a fait 6 apparitions. On l'a vu que dans les années 1999 à 2000, je crois. En fait, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent de ce personnage-là. C'est juste un nom comme ça, mais en fait, c'est lié aux X-Men. Et c'est là que c'est intéressant parce que voilà, il y a la rumeur avec Sadie Sink, quoi. C'est ça que j'allais dire. C'est clairement Jean Grey maintenant. On peut le dire. C'est bon là. C'est quasiment coché la case là. Vu que y a ça, pour moi c'est quasiment sûr et certain maintenant, je crois. Surtout qu'elle avait dit quand elle est venue dans un late show là, je sais plus c'était lequel, où elle a dit je savais pas mon rôle, et sur internet ça a dit c'est elle, et après quand elle lui a dit là, elle a dit oui, c'est ce que j'ai lu sur internet, donc au final oui, je pense que c'est d'une Grey. Donc je pense que ça va mener aux X-Men, et je pense qu'ils vont vraiment build quelque chose, je sais pas, là ça sera pas comme les dernières phases, je pense, où ils vont vraiment build quelque chose avec l'anti-mutant, la milice anti-mutant, etc. Et je pense que ça va se jouer sur plusieurs films. Et du coup, est-ce que on aura plusieurs films, on aura des films solo X-Men peut-être, ou des trucs comme ça? Alors juste un truc, je viens de me rappeler aussi, il me semble que ce qui est en train de se dire chez les Scoopers et tout, c'est que Travis Tillman serait le chef de Damage Control, donc ceux qu'on voit dans Wonder Man. Oui. Donc voilà. Mais qui deviendrait sûrement une milice anti-mutant, ça peut très bien être là-dedans, quoi. Il y a moyen, que ça fasse, là on est dans la saga multière, qu'il fasse la saga des mutants, après, et qu'il fasse des films, sur des équipes, mais aussi, essentiellement peut-être sur un mutant solo, mais je sais pas trop lequel. Ils ont le choix, hein. Voilà, ça oui, largement. Mais Kevin Feige, c'est un énorme fan des X-Men. Je crois qu'une de ses premières travail en tant que production, c'est le premier film X-Men. Je pense que le mec, il va vouloir tout faire pour que ça réussisse. Donc ça, il va le prendre ça vraiment au sérieux, je pense. Je pense qu'il va prendre ça au début au sérieux, mais moi, je pense qu'il va démarrer la phase des X-Men, etc. Il va se barrer, moi, je pense. Ah, peut-être, ouais. Moi, je pense qu'il va arrêter au bout d'un moment. Je pense qu'il va arrêter. Voilà, c'est mon pronostic. Peut-être qu'il a fini et après il se barre. Moi je le vois plus la faire en entier parce que les X-Men c'est un peu son truc, et après il se barre, quoi. Moi je le vois bien remettre de l'ordre avec ce qu'il a commencé, etc. là, avec les Avengers, démarrer bien les X-Men et après se barrer. Je le vois bien faire ça, moi. Il fait une Bob Iger, quoi, en gros.
Il remet tout dans l'ordre et puis après il se casse. Après, il est pas parti, lui, techniquement. Il est resté depuis le début, donc voilà. Qui? Ah, Feige, oui. Oui, mais si, il est parti en 2020. Il est parti à la retraite en 2020. Et il est revenu après. Kevin Feige? Non, Bob Iger. Oui, mais voilà, mais Kevin Feige, lui, il est pas parti. C'est ce que je. Ah oui, ok. C'est pas, il est pas parti et revenu pour remettre de l'ordre, il est toujours été là, tu vois. Non. Comme si... Oui. Lui, pour l'instant, il est toujours là. Après, ça disait, on en avait parlé, que Oui. il partirait pas de sitôt. Donc bon, je sais pas. Mais les X-Men, c'est sûr qu'il va essayer de gérer le truc plutôt sérieusement, je pense. Et je parlais de Wonder Man, là, justement, et bien, Marvel Studios serait vraiment proche de greenlighter une saison 2 de Wonder Man, voilà, parce que ça a plutôt bien marché, en fait, la saison de Wonder Man, plutôt un petit succès surprise, je pense pour eux, même si c'est pas, je pense pas que ce soit le plus gros carton qu'ils aient eu sur Disney+, mais je pense que ça a fait des chiffres pas dégueux, tu vois. Et ouais, ils seraient proches de faire peut-être une saison 2. Ouais, après, c'est les bons retours, surtout, je pense qu'on a beaucoup joué là-dessus, et je pense qu'effectivement, il y a peut-être un bon bouche à oreille. Vu qu'il y a eu les bons retours, des gens ont regardé. Effectivement, je pense que c'est pas le plus gros carton Disney+, mais la série a pas l'air d'avoir coûté des milliers et des cents non plus. Donc, pour greenlighter une saison 2 ou un truc comme ça, tu vois, quand tu regardes la série, je pense que voilà, parce qu'après on sait jamais. Des fois, il y a des shows, tu penses qu'ils ont rien coûté, ils ont coûté des millions. Mais lui, je pense qu'il a pas coûté si cher que ça, et donc qu'il y a une possibilité de faire une saison 2 ou quoi. Et je pense qu'il y a moyen que ça soit greenlighté très rapidement. Oui, parce qu'en plus, je pense que ça peut se faire assez vite et tout. Si c'est 6 épisodes, c'était ça, non? C'est 6 épisodes de... 8 épisodes. 8, ouais. 8 épisodes de 30 minutes, ouais, ça peut se faire, je pense, assez vite. Et puis, il n'y a pas besoin de beaucoup d'effets spéciaux, etc. Donc, ouais, c'est très... comment on dit, là? Ground, street, machin. Je sais plus comment on dit. Grounded, terre à terre. Terre à terre, ouais, voilà, quoi. Donc, ouais, ça m'étonnera pas qu'il a greenlight, en tout cas. En parlant de tout ce qui est terre à terre, Marvel Studios serait en train de considérer l'idée de faire un film de team-up qui servirait d'épilogue à la storyline Devil's Reign. Voilà, l'histoire Devil's Reign, donc le comics où le Caïd est le maire de Hell's Kitchen. Le maire de New York même, voilà, comme en ce moment ce qui se passe dans Daredevil Born Again. Et donc il y aurait des héros comme Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Punisher et plus qui feraient une équipe contre le caïd de Wilson Fisk, quoi, le caïd de Vincent D'Onofrio. Spider-Man pourrait apparaître et voilà, ce serait un des plans qu'ils voudraient essayer de faire avec ces héros qui apparaissent tous ensemble. Ouais, bon, ça, je sais pas si ça va être fait. Après, c'est des rumeurs, hein. On est d'accord, hein. Oui, c'est des rumeurs. C'est rumeurs. Oui. Comme je le dis souvent, faire une suite à des séries en film, je sais pas si c'est la bonne idée. Je sais pas du tout si c'est la bonne idée. Maintenant, il faut peut-être essayer de réfléchir comment ce serait fait et tout. Est-ce qu'ils mettraient tant d'argent que ça, tu vois, là-dedans? Parce que si c'est Daredevil qui est un peu grounded avec tous ceux qui sont grounded, ils peuvent peut-être payer moins cher le film pour essayer de le faire. S'ils ajoutent Spider-Man, etc., ils peuvent essayer de le vendre. Maintenant, moi, je suis pas du tout fan de l'idée de faire venir des gens de série au cinéma et tout, parce que c'est pas sûr du tout que les gens se déplacent forcément. En plus, là, c'est quasiment que des acteurs des séries, quoi, en fait. Parce que c'est là, on parle peut-être de Spider-Man, oui, mais le reste, c'est que les gens qui ont apparu en série et tout. Puis, je crois qu'il y a des problèmes de droit avec Wilson Fisk. Je crois qu'il y a des petits problèmes de droit là-dessus que Marvel doit gérer, je crois. En fait, c'est que les droits, ils sont à Sony. C'est comme d'hab, hein. Parce que le Caïd, c'est un méchant de Spider-Man à la base. Donc, en fait, c'est que... Enfin, je crois... Enfin, c'est un peu bizarre parce que le Caïd, c'est aussi un gros méchant de Daredevil. Donc, c'est un peu des deux. Mais moi, le Caïd, en tout cas, je l'ai connu dans le... La première fois que je l'ai vu, c'est dans le dessin animé des années 90, où c'était un méchant de Spider-Man, en tout cas. Et en fait, pour moi, s'ils font... un film Spider-Man, ils peuvent carrément le mettre, tu vois. Ils le mettront, ils seront tu penses que ok, ok. Oui, ça pourrait être un film Spider-Man avec les membres des Defenders. Non, mais parce qu'il a dit quand même que Wilson Fisk, qui devait gérer les droits, je sais plus, pour apparaître dans le film, que c'était plus compliqué que prévu et tout. Et il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Enfin bref, je crois que c'est compliqué. Non, mais oui, mais c'est par rapport à Sony. Okay. Donc s'ils font un film Sony. Mais non, mais parce qu'il me semblait que Vincent D'Onofrio avait parlé sur le fait d'apparaître dans un film Spider-Man et que c'était compliqué vis-à-vis des droits, etc. Je crois. Donc, mais je crois que c'est un business parce que je crois que c'est pas les mêmes droits sur les apparitions séries télé plus films et tout. Enfin, je crois que c'est un micmac total. Donc, et après, mais par contre, il a dit que il faudrait que Marvel rachète ou je sais pas quoi et que, enfin bref, c'est tout un problème. C'est tout un problème.
Bah non, mais l'idée de toi de voir cette série finir en film, pour le coup, ça te tenterait? Bah oui, parce que moi j'ai tout regardé. Oui, ouais. déjà, tu penses que ça va marcher, ouais, effectivement. Bah, moi j'ai lu le comics, j'ai lu Devil's Reign, j'ai adoré le comics, même si tout le monde n'est pas d'accord. Voilà, mais moi j'avais aimé. Le Quaid, il avait une team de Thunderbolts avec lui qui le protégeait. Voilà, mais c'était pas du tout les Thunderbolts, à part US Agent qui est dans l'équipe. Mais après il y avait une espèce de Venom et tout. Mais moi j'avais plutôt bien kiffé et ouais, c'est vrai que ça fait penser un peu à Mandalorian et Grogu là qui sort bientôt. Mais moi je me dis, s'ils vendent ça comme un film Spider-Man, ça peut largement cartonner. Tu sais, un film Spider-Man et Daredevil, oui, ça peut marcher. Bah si Spider-Man dans le titre, oui, ça peut marcher. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Donc moi c'est comme ça que je le ferais. Après, si c'est un film sans Spider-Man avec les autres, je sais pas si ça prendrait de fou. Mais moi je suis chaud parce que j'aime bien l'histoire et tout, donc ouais, moi je suis quand même un peu chaud. Par contre, t'as dit un truc de fou. En vrai, les Defenders enfin toute l'équipe là, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Punisher et tout contre les Thunderbolts, ça pourrait être pas mal comme film. Parce que c'est deux teams un peu grounded. Bon, Sentry c'est un peu cheaté, mais le reste c'est un peu grounded et tout, et je pense que ça peut se foutre sur la gueule, ça peut être drôle. Enfin bref, c'était une idée comme ça. Bon, Ista, on va du côté d'HBO Warner, on va parler de DC, on a deux petites news, et c'est Clayface, voilà, qui sort en fin d'année, qui devait sortir début septembre, le 9 septembre, il me semble, et même le 11 septembre, je crois, aux États-Unis, donc date un petit peu, voilà, et qui va être delayed au 23 octobre. Alors bon, je pense que début septembre c'était un peu compliqué pour deux choses, parce que bah déjà il y avait la semaine d'après Resident Evil qui sortait, et en termes de concurrence de films d'horreur je crois que c'était un peu compliqué. Là ils mettent Clayface le 23 octobre, donc c'est plus proche d'Halloween, il y a plus cette ambiance d'Halloween, et je crois qu'ils ont beaucoup moins de concurrence. Il me semble que c'est quand même, c'est un truc marketing, c'est stratégique, je pense que c'est quand même mieux pour le film. Oui, bah carrément, parce que bah, comme tu as dit, c'est proche d'Halloween, parce que le 30 Halloween c'est fin octobre, et c'est clairement la période pour sortir un film comme ça, parce que voilà, c'est avec un monstre et tout. Après, moi je me dis aussi que comme ils ont Supergirl, Lanterns et Clayface à sortir, et que Lantern est censé sortir entre les deux films, est-ce que septembre ça faisait pas un peu tôt pour Clayface aussi? Et je me dis, est-ce que c'est pas l'idée, c'est de faire que Lantern sort en août et se finit juste avant que Clayface arrive au cinéma, quoi. C'est peut-être ça qui va enchaîner, oui, aussi, oui, c'est vrai. Là, il y a moyen d'avoir un peu de ça. Et ouais, du coup, ça sortira bien période Halloween. Et je pense que ça peut participer à la vente et tout. À l'achat des tickets. Et en plus, vu qu'ils veulent peut-être pousser ça pour les awards, etc., ils ont confiance au film. Ça peut être pas mal de le sortir vers là, parce que c'est plus vers la fin de l'année que, en général, ces films sortent. Voilà. Oui, j'ai l'impression que souvent les films début d'année se font un peu boycotter, mais... Bon, c'est pas le cas là parce qu'il y a Sinners, mais. Parce que c'est plus loin dans les esprits en général, les films de l'année, alors que quand ça arrive à la fin, bah voilà, c'est très frais au moment des Oscars et tout ça, donc voilà. Alors, on va parler d'une rumeur, à prendre avec des pincettes à cornichons, mais Paradise Lost, la série qui avait été annoncée dans le calendrier en 2023 par James Gunn, la série sur l'univers de Wonder Woman, serait complètement morte. J'en ai vu des gens s'énerver sur ça en mode ouais, il sait pas faire des films. Oui, j'ai vu des gens dire il veut pas faire Wonder Woman, il saoule et tout. Mais en fait, pour calmer les gens un peu, il y a un film Wonder Woman qui est en train d'être écrit en ce moment même. Je crois qu'on en a parlé d'ailleurs. Oui. Et voilà, donc Wonder Woman, elle va arriver. Vous énervez pas. J'ai vu des gens se vénèrent vraiment assez vénères sur James Gunn sur ça. Oui, voilà, c'est la fin. Je veux dire, sur Twitter, il y a des fous partout qui veulent des annonces tout le temps. Ils veulent des annonces sur des films qui sont sortis en 2-3 ans. Non, bref, c'est complètement nawak. Mais ouais, après, moi, ça m'étonne pas. En vrai, que Paradise Lost soit apparemment au point mort. Parce que, de toute façon, on n'a pas de news dessus depuis que ça a été annoncé ou quoi. Et je pense qu'il y a un peu ce truc-là aussi de se dire, Paradise Lost, ça a l'air d'être une série qui avait des grosses ambitions. Ça se voulait à la Game of Thrones et tout, à la base, quand même. C'est un truc sur plusieurs saisons et tout. Ça avait l'air d'être complètement fou. Je pense qu'il aurait mérité beaucoup de budget. Et Paradise Lost, c'est l'univers de Wonder Woman. T'as pas Wonder Woman dans ton univers, tu sors ça avant que Wonder Woman arrive. Je sais pas si ça allait être le meilleur move en termes de marketing, en termes de projet et tout. Moi j'étais quand même curieux de le voir parce qu'ils annonçaient quand même des trucs. Après je sais pas si ça aurait été bien ou pas, mais en tout cas ça promettait des choses pas mal du tout. Maintenant je pense qu'il y a aussi ce truc là que James Gunn, quand il a annoncé tous les films, qu'il a dit ouais ça sortira ou ça sortira pas, bon voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé évidemment en 3 ans, et je pense qu'il s'est senti obligé de
parler des films qui sortaient parce que pour rassurer les investisseurs, pour même rassurer les gens, dire qu'il y a un plan, il y a des trucs et tout, mais qu'en fait tout change et c'est ça. Après c'est dans n'importe quel studio, c'est évidemment que les choses que tu as promis il y a 5 ans, c'est pas forcément les trucs qui vont arriver. Il y a des choses qui bougent, il y a des nouveaux projets qui arrivent, voilà, il y a plein de trucs qui peuvent changer et surtout voilà, il y a des priorités qui ont été, je pense, un peu discutées avec James Gunn par le studio, etc., de dire on va peut-être quand même se concentrer sur des gros projets. Ça m'attriste un peu dans un sens. Je comprends évidemment l'idée de faire venir Wonder Man, Batman, Superman le plus vite possible, etc. Parce que c'est les plus gros héros et voilà, en termes de vente et tout, évidemment que tu vas faire ça. Maintenant, je suis quand même chaud moi de voir des projets beaucoup plus petits, des super-héros qui sont pas forcément les premiers, et surtout de voir des projets qui sont un peu plus, je veux dire, toi qui sortent pas d'une frise marketing de gens, voilà, tu vois, moi genre Sergent Rock, de savoir que Luca Guadagnino est venu voir James Gunn avec un script, etc., pour faire un film, enfin voilà, sur un truc, moi c'est ça aussi, ça m'intéresse, mais bon, il y a aussi des obligations financières évidemment qui sont mêlées à tout ça, donc on verra comment ça se joue dans l'avenir, mais moi que Paradise Lost soit au point mort, ça m'étonne pas, et c'était quoi l'autre show qui avait été annulé et comment ça s'appelle le film The Authority aussi, ça a été un petit peu mis sur le côté, ça m'étonne absolument pas, voilà. Ouais, moi je me dis avec le recul, il aurait peut-être pas dû annoncer tout ça, mais comme tu dis, c'était pour les actionnaires et tout, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils pensent pas comme le MCU, qu'ils pensent avec vraiment le côté freeze, en mode le projet amène à ça, puis le projet d'après amène à ci, à ça, etc. Et, j'ai l'impression que la stratégie est différente et il aurait peut-être pas dû annoncer autant de projets d'un coup, mais bon, le DC, voilà, l'univers DC était dans la merde au cinéma à ce moment-là, ça l'est pas du tout, et même l'année 2023 était catastrophique pour DC. Mais surtout que le temps que les films sortent et tout, t'as un moment, enfin t'as bien 2 ans où James Gunn il est obligé d'écrire des films et tout, et ça se fait pas tout de suite, et donc t'as un moment de flottement où il y aura pas de film qui va sortir, et donc t'es en mode attends, je vais quand même annoncer qu'il y a ci qui sort, il y a ça qui sort, il y a ce truc-là, et voilà, après évidemment les choses changent, les choses sont écrites, voilà, et c'est comme dans tous les studios, tous les développements de ce genre de trucs, mais bon, il a dû bien sûr annoncer tout ça à l'avance. Même dans l'MCU, il y a des projets annulés qui ont été réécrits, etc. Je veux dire. Oui, mais c'est des trucs, ils annoncent pas non plus. Bon, à l'époque, ils faisaient des frises quand même. Mais je veux dire, il y a plein de studios, d'univers et tout, où il y a plein de films qui sont supprimés, qui sont annoncés en interne, etc. Et puis qui sont supprimés, qui sont changés, etc. Ça se fait tout le temps, tu vois. Mais là, comme il a annoncé sur, je sais pas, 4-5 ans d'un coup, forcément, il y a des choses qui ont changé. Voilà, Clayface, c'était pas prévu à la base. Et puis finalement, voilà, il est sorti avec Clayface qui sort avant Brave and the Bold, tu vois. On va parler de Stephen King et d'une nouvelle adaptation de The Mist, voilà, qui devrait voir le jour. Donc The Mist, il y a eu un film, il y a eu une adaptation au milieu des années 2000 par Frank Darabont qui avait un petit peu marqué les gens. Et cette fois-ci, c'est qui ? C'est Mike Flanagan, voilà, c'est toujours lui, voilà, qui écrit et qui devrait réaliser la prochaine adaptation de The Mist. Donc voilà, Stephen King, les adaptations de Stephen King, Mike Flanagan, il en a fait plusieurs, et donc voilà, il se retrouve là-dessus. Moi, j'ai des très bons souvenirs du film de Frank Darabont qui m'avait marqué, notamment la fin, qui est extrêmement marquante. Oui. Et voilà. Mais ouais, franchement, moi, je suis très chaud de voir les projets de Mike Flanagan. De toute façon, moi, je suis toujours chaud de voir Mike Flanagan, ses projets, etc. Et ouais, Mike Flanagan sur du Stephen King, sur du The Mist, ça peut être vraiment impressionnant, je pense. Ça peut être vraiment, vraiment terrifiant. Ouais, ça peut être très cool. Le film de base est pas mal aussi. J'ai vu des gens débattre sur la fin d'ailleurs, je sais plus, il y a 2-3 semaines. Comme quoi, il y en a qui disent que c'était une fin de merde, il y en a qui disent mais non, elle est géniale. Mais oui, c'est une fin horrible en tout cas. C'est ça, je pense qu'on peut se mettre d'accord. Dans l'histoire, hein, en tout cas. Mais ouais, Mike Flanagan, là, je suis en train de me dire, en fait, ça fait. Et là, il enchaîne les adaptations de Stephen King parce que Life of Chuck, c'était Stephen King. Carrie, là, c'est du Stephen King. Et là, il fait du Stephen King encore. Donc, en fait, c'est le Frank Darabont de notre époque, quoi. Voilà, il fait plus que du Stephen King. Non, mais après, le truc, c'est qu'il fait tellement de choses, en fait, Mike Flanagan. Enfin, il y a sa série Carrie qui arrive. Là, il fait l'Exorciste. Enfin, le mec est. Carrie, c'est Stephen King. Ah oui, l'Exorciste. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il fait plein de projets en même temps, quoi, tu vois. Il a écrit Clayface, enfin, tu vois, le mec est partout. Le mec est partout, quoi. Genre, je sais pas, il fait que bosser, le pauvre, je sais pas. Mais en tout cas, ça donne envie, quand même. Chez HBO, il a été annoncé qu'il allait y avoir une série Baldur's Gate, voilà, une série télé adaptée du fameux jeu vidéo. Donc c'est Greg Mazin qui a fait notamment The Last of Us et Chernobyl, qui va être le showrunner. La série sera une continuation des jeux. Ça va se passer après le Baldur's Gate 3, donc le dernier jeu. Par contre, les développeurs de l'Ariane, donc qui ont fait Baldur's Gate 3, j'aurais pas le dire, n'ont aucune implication dans la série. Donc c'est un peu dommage, parce que là, ils vont faire une suite directe. Et ouais,
il y a des gens, ils sont un peu sceptiques parce que Greg Mazin sur la saison 2 de Last of Us, il y en a, ils se disent ouais, est-ce que ce mec c'était pas une fraude et tout. Je sais pas, moi je sais pas trop comment me placer en vrai, parce qu'après c'est HBO, la fantasy ils savent faire, on a vu avec Game of Thrones. Ouais, non mais attends. Donc je me dis ça peut quand même être cool quoi. Je te dis la fantasy, ça faire, mais là on parle de. Là c'est la fantasy là. Là on parle oui, pas. c'est la Seigneur des Anneaux quoi. C'est pas la petite fantasy de Game of Thrones où c'est quand même très médiéval. Là, Baldur's Gate c'est quand même un gros délire hein, là. Il y a des monstres. Et puis même le ton et tout, enfin c'est quand même assez différent de Game of Thrones, etc. Après moi j'ai confiance en termes de production, ils m'ont jamais déçu HBO et je pense qu'ils ont des savoir-faire pour faire des trucs qui ont de la gueule, mais ça va coûter cher quoi. Après Greg Mazin il a fait Tchernobyl, il a fait Last of Us, il est quand même calé pour faire des trucs assez impressionnants et tout. Maintenant, le fait que ce soit la continuation des jeux, j'ai pas encore joué à Baldur's Gate 3, il est sur mon ordi. J'ai envie d'y jouer, mais ça prend du temps de finir ce jeu, donc je vais pas le lancer tout maintenant ou quoi, mais je me dis, mais attends, de continuer le jeu, les événements du jeu, de faire revenir peut-être des persos et tout, et c'est quand même un sacré pari, et c'est quand même, c'est quand même assez, ouais, je sais pas, c'est assez audacieux. Maintenant, est-ce que ça va marcher ou pas? Baldur's Gate 3, c'était une dinguerie quand c'est sorti. Je veux dire, la popularité du jeu, c'est quand même assez dingue. Mais ouais, en fait, ça peut vraiment se casser la gueule, quoi, pour le coup. Même si j'ai un peu confiance en HBO et tout, je me dis quand même, ça peut être très très casse-gueule. Bah surtout que c'est étonnant parce que ce choix-là, parce que c'est un jeu où t'as plein de choix et en fait, il y a plein de fins différentes. Ils vont montrer quelle fin, enfin qu'est-ce qu'ils vont faire derrière, enfin je sais pas, mais après il va y avoir aussi le fait que tu vas prendre des acteurs pour des personnages qui sont déjà appréciés, et après il va y avoir des comparaisons forcément, je sais pas. Moi je pense que ça aurait été peut-être plus intelligent de faire un truc dans l'univers de Baldur's Gate, mais avec des nouveaux personnages, etc. Surtout que l'univers de Baldur's Gate, il est assez grand, assez impressionnant, donc tu peux vraiment créer, comme dans Fallout, tu peux créer une histoire dans la chronologie ou dans le truc, mais pas forcément suivre. Mais en même temps, là, ils veulent suivre le succès du jeu, en fait. Ils veulent suivre vraiment directement le succès du jeu. Et je pense qu'il y a des persos qui sont populaires, qui veulent retrouver. Est-ce que c'est une bonne idée? Bon, on verra, écoute. On verra, mais c'est vrai que ça peut faire peur un peu. Et on va chez Paramount, le réalisateur Dan Trachtenberg, voilà, qui a fait notamment le Predator Badlands et qui avait fait Prey aussi. Il a signé un deal pour 3 ans chez Paramount pour développer, réaliser et produire des projets. Donc voilà, je sais pas s'il se barre de Disney parce que voilà, il faisait des trucs pour la Fox quoi en gros, mais il va faire des projets pour Paramount. Bah justement, c'est sorti là, juste là récemment, il y a quelques heures. Qu'il est quand même, c'est pas parce qu'il a fait son deal avec Paramount qu'il abandonne Predator et qu'il pense déjà même à son prochain film Predator en même temps que son deal avec Paramount, donc il ferait à peu près les deux, voilà, pour le coup. Maintenant là c'est Paramount, ils sont quand même dans cette mouvance. Là ils avaient signé le mec qui fait tous les séries de cowboy là. Comment il s'appelle déjà là? Yellowstone et tout là. Ouais, le mec qui fait ça là, ils l'ont signé pour plusieurs deals. Là ils ont signé celui-là pour plusieurs deals, donc ils essayent de trouver des réals et tout. En tout cas, ils dépensent beaucoup. J'ai l'impression, Paramount, là, pour développer pas mal de projets, etc. Écoute, Dan Trachtenberg, j'ai toujours du mal à dire son nom, mais je trouve pas du tout que c'est un mauvais réal ou quoi, mais même si j'étais déçu, moi, par Predator Badlands, je trouve pas si fou. Maintenant, il faut le voir. Qu'est-ce qu'il va développer? Est-ce qu'il va développer des projets, on va dire, de son côté, ou est-ce qu'il va prendre le lead des Tortues Ninja? Est-ce qu'il va prendre le lead de la franchise Transformers, etc. Il y a plein de possibilités vu qu'il a signé pour 3 films. Même si je le vois bien faire 2 films de franchise et un film pour lui. Tu vois, je le vois bien faire un truc comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que lui, c'est un gros geek. Hein. Oui. Voilà, on avait vu. Tu sais, sur du Tortue Ninja, j'aimerais bien en fait. J'avais même pas réfléchi à ça, tu vois. Et maintenant que tu le dis, je suis en mode là. Ça pourrait être cool, ça pourrait me plaire. Bah, je me dis quelles sont les grosses franchises qu'ils ont, qui peuvent le mettre, et lui, que voilà, il peut clairement aller dans ces genres de franchises-là. Hein. Ouais, clairement, ça lui irait complètement. Mais pour Transformers, il va faire revenir Michael Bay, donc je le verrai peut-être plus sur les tortues, quoi. Après, il y a Sonic aussi, mais bon. Mais bon, on verra, écoute. Mais ouais. Moi, en tout cas, je l'aime bien, ce réalisateur, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Et enfin, on finit avec Universal Pictures qui a annoncé La Momie 4, voilà, qui va sortir le 19 mai 2028 au cinéma, avec Brendan Fraser et Rachel Weisz qui devraient revenir. Et c'est Matt Bettinelli, Holpin et Taylor Gillette, voilà, les réalisateurs des 2 derniers Scream, qui vont réaliser ce film.
Bon voilà, un Legacy Coel. Brendan Fraser est revenu au ciné. On le fait remballer pour La Momie. Bon, est-ce que je suis hypé? Pas du tout. Voilà, même si j'ai envie de les revoir là, les momies, parce que là il y a un momie qui sort, La Momie qui sort cette année, et j'ai envie de revoir les deux de Brendan Fraser. Enfin, il y en a eu 3, mais bon voilà, qui sont sortis parce que moi j'avais des bons souvenirs, etc. Donc j'irai joyeusement les revoir. Maintenant, franchement, les 2 réalisateurs là de Scream et tout, là, je commence un peu à en avoir marre d'eux pour le coup, parce qu'ils ont fait, finalement, ils ont fait Wedding Nightmare, qui était un film qui était sympathique, sans plus, qui était pas trop mal, voilà, hein, je dois avouer. Mais après la suite, voilà, ils ont fait le truc de ballet là avec le vampire, j'ai oublié le nom du film, qui était très moyen. Les 2 Scream, je les aime pas. Voilà, les voir s'attaquer à La Momie et tout, moi, et en plus te faire revenir en mode Legacy Coel et tout, franchement, ça m'intéresse pas trop, je t'avoue. Ouais, bah, en plus, ils ont déjà fait une Legacy Coel. Bah, c'est ce qu'ils Bah oui. Et c'était pas bien. donc ouais, bon, après, c'est cool pour Brendan Fraser qui retrouve son rôle, et Rachel Weisz, ça peut cartonner, je pense, le retour de La Momie, parce que pourtant, le 3e avait un peu floppé, je crois. Ouais. Mais là, ouais, il y a le côté retour, ça fait 20 ans, machin et tout. Mais bon, écoute, on verra. Mais je suis un peu curieux quand même de voir la gueule que ça aura, mais je pense pas que ce sera un très grand film. Ouais, clairement pas. Et on finit avec la chronique box-office, c'est ça. Ouais, alors le Sendelp, le nouveau film de Sam Raimi, a passé son second week-end à la première place au box-office domestique avec 10 millions de dollars, et il a engrangé en tout 35,8 millions au domestique et 17,9 millions à l'international, donc ça fait un total de 53,7 millions de dollars. Il me semble qu'il a un budget de 40 millions. Oui, à peu près. Pour l'instant, il n'est pas rentable, mais c'est pas dégueu ce qu'il fait comme box-office pour le moment. C'est ça, et en plus là il vient de sortir en France, donc je pense qu'il y a des millions qui vont se rajouter dans la balance, et on verra jusqu'où il va finir, mais en tout cas c'est pas trop mal, surtout que il se maintient plutôt bien, donc et je pense qu'il peut peut-être aller chercher la rentabilité. Après je pense pas que ça va être le gros hit qui a marché, mais je pense que le film a évité la catastrophe assez largement, je pense. Là je pense qu'il va être au moins juste à peu près rentable, enfin ça va, en tout cas ça va aller quoi. Tu vois, je pense pas qu'il va être ça va pas être un flop de l'année, quoi, pour le coup. Scream 7 a le meilleur premier jour de prévente de 2026, voilà, et il pourrait dépasser les 50 millions de dollars en opening week-end, ce qui est assez énorme, voilà, pour la saga Scream, et ce serait parmi les meilleurs de la franchise, même le meilleur démarrage de la franchise, et il pourrait démarrer à plus de 30 millions sur le sol américain, voilà, sur son premier week-end. Donc ouais, la saga Scream, elle est toujours très puissante, même s'ils ont perdu leurs 2 leads, voilà, puisque il y a plus Jenna Ortega et tout. Donc voilà, la franchise s'annonce quand même, va quand même cartonner, quoi. Ouais, bah comme quoi, on pensait qu'il allait peut-être avoir un boycott avec les 2 actrices qui partent, mais bah ouais, hein, Scream ça fait toujours vendre, il faut croire. Hein. Goat, le nouveau film d'animation Sony avec une chèvre qui fait du basket, est estimé avoir le meilleur opening week-end sur le sol des États-Unis pour un film original depuis pratiquement une décennie, depuis Coco en fait, en 2017. Ouais, il y a moyen, parce que je crois qu'il devra ouvrir à plus de 30 millions sur le sol américain, etc. Donc voilà, ce serait pas un flop du tout pour Sony, même si bon, je crois que Hoopers, la Jumpers, il va possiblement avoir un meilleur démarrage là, qui sort dans un mois. Il y a des très bons tracking pour l'instant. Donc voilà, mais c'est vrai que là, en fait, en ayant cette news, on se rend compte que les films d'animation, il y a eu quand même pas mal de problèmes sur les films originaux d'animation, surtout pas Disney, Pixar et tout, il y a eu des gros problèmes. Et donc voilà, le fait que avec franchement 30-40 millions, ce soit le plus gros opening pour un film d'animation original, c'est vrai que ça fait un peu peur, mais bon, je pense que dans un mois, ce record sera battu. Avatar Fire and Ash, voilà, arrive presque à la fin de son run au box-office. Il est actuellement à 1,439 millions, je crois, un truc comme ça. Donc bon, c'est un peu, c'est plus du milliard, etc. Et c'est assez énorme, hein, c'est une énorme somme. C'est vrai que c'est beaucoup moins qu'Avatar 1 et Avatar 2 qui avaient fait plus de 2 milliards les deux, voilà. Et Avatar qui est toujours le plus gros succès en termes de box-office techniquement. Et James Cameron avait déclaré que voilà, c'était les pires investissements possibles, les avatars, puisque voilà, ils coûtaient énormément et que pour se rentabiliser, ils avaient besoin de beaucoup d'argent, et qu'apparemment le seuil de rentabilité serait estimé à environ 1,5 milliard. Bon voilà, le film va pas perdre d'argent puisque il y a tout ce qui est autour qui va générer de l'argent, et donc du coup bon voilà, il est assez tranquille à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'on se pose la question, est-ce que
ça va être renouvelé pour la suite, voilà, pour Avatar 4, pour Avatar 5. Je pense que oui, mais moi je pense qu'il doit y avoir une pause. Je pense qu'il doit y avoir une pause dans les Avatars. En fait, je pense que le fait que ça arrive là 3 ans après, il n'y a plus le choc un peu. Enfin, tu vois, genre Avatar 2, c'était. Ouais, ça faisait 13 ans que Avatar s'était sorti. Tu vois, il y avait un peu le. Ok, c'est le retour d'Avatar et tout ça, et ça a marché, quoi. 2,3 milliards et tout, c'était un truc de fou. En plus, les cinémas, voilà, on sait que ces dernières années, c'est compliqué. Surtout l'année dernière, ça a été un peu compliqué pour les films américains. Moi, je pense que James Cameron, il devrait faire son film là, sur la bombe, etc., faire son truc et ouais, faire revenir Avatar dans quoi, 5-6 ans, peut-être, avec. En plus, parce que là, on sait que le Avatar 3 et 2, ils ont été pensés ensemble et que c'était un film à la base qui a été coupé et tout ça. Que là, en plus, partir du coup au 4 et 5 sur de nouvelles directions, de prendre le temps de les faire, etc., et de pas les faire venir tout de suite, quoi, et de recréer une hype et tout pour le retour d'Avatar, je pense que ça peut se faire. Ouais, bah en fait, c'est un gros article de Variety qui en parle. Et bah déjà, il y a deux dates qui sont déjà posées pour les suites d'Avatar. C'est 2029 et 2031. Qui vont être poussées. Qui vont jamais qui ça va sortir à cette date-là. C'est impossible, je pense. Ouais, en gros, ça dit dans l'article que s'il veut faire un Avatar, il va falloir qu'il crée quand même quelque chose d'inédit dans cette saga-là. Il pourra pas refaire des films similaires aux 2 et 3, quoi. Il faut qu'il propose quelque chose de différent, je pense, peut-être même dans les décors, je sais pas, mais après, ça dit aussi que c'est James Cameron, il a toujours su se renouveler quand même, et que il voit mal Disney refuser un projet de James Cameron. Donc, bon, je pense que si les suites, il veut les faire, il les fera. Après, est-ce que ça marchera autant que Avatar 2 et 1? Je suis pas sûr, mais il y a peut-être un déclin un peu là, il y a peut-être un désintérêt, je sais pas, de la franchise. Peut-être que il y a un peu de ça aussi. C'est possible que les gens, on a un peu marre d'Avatar, c'est possible. Et donc à voir qu'est-ce qui se passe, mais dans l'article, il disait, ouais, bon, vous avez vu Titanic, le premier Avatar et tout, quand ça arrivait, ça a tout pété. Et il pourrait refaire un truc, peut-être Cameron pourrait recréer la surprise. Donc, c'est possible, donc je sais pas. Moi, je pense comme toi, je pense qu'il les fera quand même. Et voilà, c'est fini pour nos news de la semaine. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles, selon la plateforme dans laquelle vous nous écoutez, à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties, sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok, et on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict, et on se retrouve très bientôt pour parler du nouveau film de Sam Raimi, Send Help, et du nouveau film de romantique de Saint-Valentin, mais pas tant, qui est Hurlevent de Emerald Fennell. Et voilà, on se retrouve très bientôt. À bientôt. Salut.